Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 août 2026. Il est un peu plus de 7 heures, on est mardi, c'est le jour du Market Review. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous, dites-moi en commentaire quel marché vous semble le plus proche d'un mouvement décisif. Et surtout, si ce travail vous aide à séparer les faits du narratif, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est le moyen le plus simple de soutenir la chaîne. Alors cette semaine, au sommaire, on a le dollar qui consolide dans la zone premium du range décrit dans les précédents market review. On a le Nasdaq qui est en train de repricer l'impulsion du 13 août à quelques points seulement de ses sommets, et on reviendra dessus. On a l'or et l'argent qui sont en train de retravailler leur déséquilibre monthly, et on regardera également côté crypto à la fois Bitcoin et Ethereum qui compressent leur volatilité, alors que XRP il affiche une faiblesse relative de plus en plus difficile à ignorer. Je le dis à chaque fois, mais je vais essayer de faire court aujourd'hui, d'autant plus que je rappelle qu'il y a le PDF détaillé qui accompagne cette vidéo. Alors il est réservé aux membres du salon VIP dans le trône et aux membres de mon groupe Telegram, le Lunar Collective, mais vous pouvez y accéder gratuitement. Ce PDF il contient les charts, les tableaux issus du COT, les séquences ETF, les scénarios, les invalidations, le crypto bottom audit et le fameux Black Swan alert. Donc là aujourd'hui je vais essayer de privilégier une lecture qualitative, sachant que tous les détails chiffrés vous les aurez dans le PDF. On va donc commencer par le dollar qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, évolue autour des 99,7 points. Et ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que si on reprend, et là je vais aller sur les futurs, le range défini entre la zone de relative equal low vers 94,7 et la borne haute qui est maintenant proche des 102 points, on peut voir qu'à présent l'équilibrium il se situe autour des 98,3 à peu près. Donc en l'état, le dollar il reste bien dans la moitié premium de cette structure. Et donc ici, la lecture d'un point de vue ICT, on va dire, elle est assez simple. Une zone premium, ce n'est pas un signal de vente. Par contre, ça indique que le prix, il évolue au-dessus de l'équilibre du range. Donc ici, pour construire une hypothèse baissière crédible, il faudrait voir une perte des supports internes à ce range, et notamment ici, une évolution durable, on va dire, sous les 99 points. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. À l'inverse, une reprise durable de la borne haute, ici au-delà des 102 points, bien sûr remettrait la liquidité au-dessus du centre du jeu. En ce qui concerne le COT, il n'offre pas vraiment de verdict univoque, on va dire. Ce qu'on peut observer, c'est que les asset managers, ils restent nettement net long, donc on va dire qu'ils sont haussiers, mais ils réduisent légèrement leur exposition normalisée. Alors que les leverage funds, eux, ils l'augmentent. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que en l'état, ici, le dollar consolide, le positionnement du côté de la smart money se réorganise, mais actuellement, on peut pas vraiment dire qu'on observe une capitulation. Donc là, ici, sur cette charte que j'affiche en daily, la sortie de cette phase ici de consolidation, elle va vraiment être importante à observer. Côté indice, on va surtout regarder le Nasdaq parce que c'est un peu le centre de mon attention de ces derniers jours, on va dire, voire même pourquoi pas dernière semaine. Là actuellement, ce qu'on peut observer, c'est, en zoomant un petit peu, c'est que le Nasdaq, il est en train de repricer ici cette bougie du 13 août. Et ici, c'était une bougie impulsive, une bougie haussière ici. Donc là, on peut voir quand même un peu plus haut beaucoup de zones d'intérêt qui, en tout cas sur une échelle daily, constituent un relative equal high. Alors évidemment, si on l'affiche en 5 minutes, on peut observer quand même une amplitude plus importante, mais malgré tout, on a quand même des zones d'intérêt qui sont assez proches les unes des autres. Et là, il faut quand même faire attention, parce que c'est vrai que ici, ça peut paraître un draw on liquidity assez évident, mais ce qui est évident sur les marchés n'est jamais une promesse. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et ça, c'est précisément le piège des points d'intérêt, dont je parle d'ailleurs dans une vidéo qui est également un market review, et c'est celui du 17 juillet 2025. Vous le trouverez sur ma chaîne YouTube, je vous invite à le regarder parce que j'aborde cette question sous un angle également théorique et psychologique, et je pense que ça vous intéressera si jamais vous l'avez pas vu. En tout cas, ce qu'il faut retirer comme information importante de ce concept, c'est que une zone, ça peut être un FVG, ça peut être un order block, ça peut être une liquidité, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour entrer. Ce sont des raisons qui peuvent être nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Ce sont des endroits où on exige davantage d'informations. Et ici, par exemple, l'attaque des sommets, elle doit être jugée par la qualité du déplacement. Donc on a quand même déjà une information qui est majeure ici sur le Nasdaq, c'est cette impulsion qui prend naissance donc le 30 juillet et qui a donné lieu à 4 bougies impulsives. Alors, une impulsion comme ça,
ce qu'on appelle un displacement. Ça va témoigner d'une volonté du marché, d'un influx massif, mais ça va également laisser derrière lui ce mouvement des inefficiences qui, assez souvent, appellent un retest. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent lorsqu'une direction vous semble évidente. C'est que de l'autre côté de ce qui vous paraît évident, il y a peut-être quelque chose qui l'est également. Et dans ce cas-là, si vous voulez pas être amené à tirer une pièce à pile ou face, il va falloir regarder dans les plus petites unités si vous avez des informations. Donc là, en tout cas, ici, je répète, l'attaque des sommets, elle doit être jugée par la qualité du déplacement, l'acceptation ou non au-dessus et la réaction lors du retest. Et ici, précisément, c'est ce qu'on va regarder, c'est quelle va être la réaction du prix au retest, ici, de cette zone que j'ai marquée en rouge. Voilà, on voit qu'on arrive ici au comblement presque intégral de cette bougie impulsive. Maintenant, si on regarde du côté du COT, le dernier rapport que j'ai publié samedi dernier, eh bien là, il impose une vigilance supplémentaire. On voit que le prix progresse, c'est évident, on le voit bien ici en daily, mais les leverage funds, ils renforcent fortement dans cette zone leur net short normalisé. Et ici, dans une zone qu'on pourrait qualifier d'extrême. Les asset managers, ils restent net long pour l'instant, sans pour autant confirmer avec la même intensité. Donc la contradiction ici, elle ne donne pas un short, elle interdit simplement de traiter l'ATH comme une formalité. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Et malheureusement, j'ai une réponse toute faite lorsqu'on me demande que va faire le prix. Je réponds souvent, la meilleure façon de connaître l'avenir, c'est d'attendre qu'il arrive. On est en tout cas ici sur le Nasdaq dans une zone où le prix pourrait offrir une réaction, mais on ne peut pas le prédire, on peut simplement le constater. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Côté commodité, on va regarder un petit peu l'or et l'argent. Alors ici, c'est assez éloquent. Si j'affiche l'or en daily, on peut voir qu'il a pris un peu plus de 8% depuis fin juillet. Et l'argent, lui, il a pris presque 13%. Donc là, on peut voir que les deux métaux, ils ont prolongé l'expansion décrite la semaine dernière. Sur la construction monthly, on peut voir que le graphique, il est assez éloquent. Le voilà. Ici pour l'or, on peut voir sur ces deux assets qu'on a une mécanique à 3 bougies qui est en train de se construire. L'or, ici, en monthly, a retraversé l'intégralité de son FVG baissier. On le voit ici. C'est l'espace entre ces deux mèches. On voit bien que cette bougie ici a retracé l'intégralité de cette inefficience monthly. Et l'argent est en train de travailler cette inefficience. On peut observer également la même. En tout cas, ici, on peut voir qu'il est en train de retravailler la partie basse de cette inefficience. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les deux graphiques, en l'état, ne montrent pas le même degré de repricing. La question ici, c'est en tout cas pour l'argent, est-ce qu'on est dans un contexte ici de blow off top, c'est-à-dire le prix va venir retravailler cette zone pour ensuite aller sur des plus bas, ou est-ce que on est dans un contexte de retravail ici de ce breaker block sur l'argent à vers 60.63 et on a une dynamique qui est un petit peu différente sur l'or parce qu'on voit qu'ici on n'a pas de zone de prix qui pourrait faire résistance. Donc soit on va vers une continuation haussière au travail ici de cette inefficience monthly également, soit le retravail de cette mèche, de cette inefficience ici, et le début, là aussi, d'un blow off top monthly. Donc sur l'or, en tout cas, ce qui pourrait renforcer l'hypothèse ici d'un changement de caractère, ce serait de venir clôturer au-dessus de cette bougie du mois de juin, et donc au-dessus des 4640 points à peu près. Sur le silver, par contre, le chemin est un peu plus important, parce que là, il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus des 78 $, à peu près 78,4 $. Et là, on en est encore loin parce que actuellement, on est autour des 65 $. Là, ici, sur les communautés, évidemment, on va regarder l'allure du dollar et notamment le comportement qu'il peut avoir dans ce que j'ai décrit plus tôt, en sortir de cette consolidation. Au niveau du cote sur les commodités, ce qu'on peut observer vient renforcer un peu cette nuance. Sur l'or, on a le net managed money qui augmente en contrat, mais recule une fois rapporté à un open interest en forte expansion. Sur l'argent, le net normalisé, par contre, se dégrade. Le prix est fort, la confirmation du positionnement, quant à elle, elle est moins homogène. Tout ça, évidemment, est à observer attentivement. On regardera vraiment précisément les chiffres de la CFTC lorsqu'ils seront publiés vendredi prochain. Concernant les cryptos, alors, on a Bitcoin qui clôture le 17 août sur une bougie haussière ici, autour des 64 500 $. Ethereum, on a également une bougie haussière, un peu moins ample, qui clôture autour des 1913 $. Par contre, et ça, il n'y a pas besoin de chiffres pour le constater, on a juste à regarder la chart, mais leur ATR daily, donc qui va mesurer leur volatilité sur 14 périodes,
il se situe sur le plancher de la fenêtre de 90 jours observée. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des plus bas au niveau de la volatilité. Le range des 7 dernières bougies reste limité à environ 3,3% pour Bitcoin et 3,8% pour Ethereum. Là ici, la compression, elle signale un régime de volatilité faible et elle impose de surveiller une éventuelle expansion. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. À partir du moment où le prix se comprime de plus en plus, c'est souvent un mouvement violent qui s'annonce. Par contre, et là c'est vraiment important à observer, on a Bitcoin et Ethereum qui restent positifs sur cette fenêtre. Solana également, on peut clairement le voir. On a XRP qui lui montre clairement des signes de faiblesse par rapport à Bitcoin, Ethereum et Solana. Alors, cette faiblesse relative, fais attention, elle impose pas forcément une poursuite baissière. Là, ce qu'on peut observer, c'est que déjà, on a eu un draw on liquidity, c'est-à-dire qu'on est venu prendre des zones de liquidité assez évidentes. Et là, on est ici dans une zone où, sur le travail de cette bougie impulsive weekly, celle de novembre 2024, on vient au contact ici de cette zone de breaker. Donc là, en l'état, on peut dire que XRP se retrouve ici dans une zone de prix qui pourrait se révéler intéressante. Ça va évidemment demander confirmation. Pour l'instant, on peut voir en tout cas que en daily, on n'a pas grand chose qui nous indique ça. Côté ETF, on peut voir que le soutien spot, il est pas homogène. Entre le 10 et le 14 août, on peut voir que Bitcoin, il enregistre environ 385 millions de dollars de sorties nettes. Sur cette même période, on peut voir que Ethereum, il est presque à l'équilibre, il est tout de même légèrement négatif. Et Solana, lui, montre une collecte légèrement positive. Bon, là, ici, pareil, vous trouverez tous les détails et les analyses dans le PDF. Bon, avant de passer à la synthèse et puis au scénario qu'on peut établir de tout ça, quelques news. Déjà, je viens de procéder au tirage au sort de la campagne qui a été menée dans le cadre de mon partenariat avec AX Funded. Donc il y a 5 gagnants à ce dernier giveaway. Il y en a 2 qui ont gagné un compte financé à 5000 USDT et 3 autres qui ont gagné un bon de réduction de 40% sur le compte financier à 25 000 USDT. Donc déjà, félicitations à eux, bravo à eux. J'espère que vous allez en faire bon usage, c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important à noter, hein. On a les modèles quota et les modèles ELS. Donc le modèle quota, c'est le modèle qui est coordonné au rapport cote et ELS, c'est un modèle qui utilise les données d'order flow. Donc ces deux modèles montrent déjà des performances vraiment solides parce que, en tout cas, depuis janvier, on n'a pas eu de pertes enregistrées sur ces deux modèles parce qu'ils sont très exigeants, parce qu'ils sont très sélectifs et également, évidemment, parce qu'ils utilisent des données qui sont très factuelles. Et donc, il y a d'autres modèles qui sont en préparation. Donc ça, c'est une ingénierie qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de moyens aussi. Et restez connectés. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait parce que d'ici l'automne, en tout cas là, vers la rentrée, j'aurai certainement quelques annonces à faire sur de nouveaux algorithmes qui vont arriver. Donc un algorithme, c'est évidemment quelque chose qu'on peut répliquer à partir du moment où on gère son risque. Ça peut être un complément, pourquoi pas, à votre trading discrétionnaire. En tout cas, quoi qu'il arrive, et j'ai publié un article d'ailleurs là-dessus cette semaine, méfiez-vous, vraiment méfiez-vous des groupes de call discrétionnaires. Un groupe de call discrétionnaire, c'est quoi? C'est un groupe, ça se passe souvent sur Telegram, mais ça peut être sur Discord, peu importe le support, sur lequel vous avez un trader qui annonce des positions et puis après vous suivez simplement ce qu'il annonce. Et là-dessus, j'ai quand même une petite expérience sur les marchés qui me permet de vous dire que ça se termine assez souvent assez mal en fait. Parce que le trading, en tout cas discrétionnaire, a des contraintes qui sont pas vraiment compatibles avec l'animation de tel groupe. Et là, le problème, c'est pas vraiment qu'un trader discrétionnaire ne puisse jamais avoir raison. Il a souvent raison, heureusement pour lui. Mais même un bon trader, en fait, il va être confronté à un problème qui est structurel et qu'on appelle l'effet d'audience. C'est-à-dire que dans ce contexte précis, le trader, il va être poussé souvent à produire des calls parce qu'il est payé pour ça. Et donc, c'est son travail. Donc, il a une obligation de résultat. Et cette obligation vient souvent dégrader, en fait, la prise de décision du trader. Si vous ajoutez à ça, en plus, les modèles d'affiliation et les exigences de rendement, ça fait beaucoup de parasites, en fait, qui viennent s'ajouter à la pression que peut avoir un trader. Et ensuite, évidemment, côté répliquant, c'est-à-dire du côté de ceux qui répliquent ces positions qui sont partagées par le trader, il y a la gestion du risque, le slippage, la latence également, évidemment, qui font que la plupart du temps, vous n'aurez pas les résultats qui seront annoncés par ce trader en fin de semaine ou en fin de mois, parce que tout simplement, vous ne serez pas en mesure de répliquer les positions telles qu'elles sont annoncées. Donc, méfiance. Et là, on en vient évidemment à des questions de mindset qui sont essentielles, mais dont j'ai déjà traité dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire que plus tu délègues ton jugement à un influenceur, plus tu risques d'oublier la seule question qui compte. Quelle preuve
le marché vient-il réellement de produire? Et combien suis-je prêt à perdre si ma lecture est fausse? L'autonomie, ici, elle ne consiste pas à tout prévoir. Elle consiste à pouvoir dire non quand la confirmation manque, même si tout le monde autour de toi semble déjà engagé. Et le problème de suivre des calls, c'est que on perd toute notion de jugement et on l'externalise. Et donc, évidemment, c'est dangereux. Allez, pour terminer, on regarde les différents scénarios qui vont retenir mon attention cette semaine. Le premier scénario, celui de la continuation risk-on. Ici, le dollar reste contenu dans son range, le Nasdaq absorbe le repricing du 13 août, puis accepte au-dessus des sommets, Bitcoin et Ethereum sortent de compression avec un déplacement conservé, et enfin les métaux tiennent leur zone reprise sans accélération défensive. Deuxième scénario qu'on pourrait appeler celui du faux départ. Dans ce cas, on a le Nasdaq qui balaie les relative equal high puis réintègre l'impulsion. On a Bitcoin et Ethereum qui effectuent un raid sans acceptation et XRP qui poursuit sa sous-performance. Et là, ça sera accompagné également d'une stabilisation de l'open interest, c'est-à-dire que le marché va créer du mouvement et de la volatilité sans élargir la participation. Enfin, le troisième scénario, celui de la rotation défensive, ce qui impliquerait ici que le dollar conserve sa zone premium, que les taux longs repartent, que les métaux maintiennent leur leadership, tandis que les indices et la crypto perdent leur support interne. En ce qui me concerne, c'est vraiment ce que je vais observer pour les jours à venir, et en tout cas au moins jusqu'à la production du nouveau rapport cote. Je rappelle, le Crypto Bottom Audit, le Black Swan Alert, ils ont été recalculés, ils sont dans le PDF, je vais pas les spoiler ici évidemment, et vous pouvez y accéder en venant nous rejoindre dans le salon VIP du trône et ou dans mon groupe Telegram privé, le lien Linktree, il est en description. Donc pour résumer, on a cette semaine un dollar qui consolide en premium, on a le Nasdaq qui travaille une impulsion à proximité de ses sommets, on a les métaux qui testent l'hypothèse d'un changement de structure et la crypto qui comprime encore sa volatilité. Donc là ce qu'on peut voir c'est que encore aujourd'hui, mais c'est assez traditionnel d'un mois d'août, d'un mois d'été, on a le marché qui accumule des points d'intérêt. Et ces points d'intérêt vont évidemment servir de marchepied au prochain mouvement du marché. Donc notre travail à nous, en tant que trader, c'est pas de prédire l'avenir, c'est d'attendre la preuve. Et surtout de ne pas tomber amoureux d'une carte ou d'un asset par conviction, mais d'observer ce que le marché va réaliser. Je rappelle tout ça, évidemment, c'est une analyse éducative. Il n'y a pas de conseil financier. Votre décision, c'est votre décision. Elle exige une gestion du risque indépendante, un money management strict, si besoin du paper trading, évidemment une recherche personnelle documentée, et dans un petit coin de votre tête, une petite voix qui vous dit que la rationalité paie, l'émotion ruine, alors faites le bon choix. C'était Jim Smore, force et honneur.